Depuis 2016, il s'est donné pour mission d'analyser, de scruter le système de gouvernance dénommé la rupture. Il a suivi le président Patrice Talon dans sa manière de gérer le pays, ses propositions, ses stratégies et aussi ses résultats. Au-delà de tous les résultats, il pourrait y avoir des propositions. C'est ce à quoi s'est essayé donc l'écrivain du jour, notre invité, M. Mathieu Akpo Adianou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous vous êtes essayé à analyser la gouvernance dite de la rupture. Pourquoi? Merci. Bonjour aux amis téléspectateurs et téléspectatrices de Bénin TV. Mais il faut dire que la petite histoire, ça remonte en 2016. Parce qu'en 2016, je me suis aperçu que le Bénin allait assister à une rupture avant même qu'elle ne soit annoncée comme on l'a vécu pendant les 10 ans. C'est-à-dire que vous allez constater que depuis le renouveau démocratique, nous avons quand même constaté sur la scène politique, publique, le fait que certains technocrates se sont intéressés à la gestion de la chose publique. En 1991, vous avez vu l'avènement du président Nicéphore Soglo, et ça, sans doute, on voit le profil d'un homme qui peut quand même apporter quelque chose pour son pays. Mais vous aurez constaté que 5 ans après, l'élan s'est estompé parce que ceux-là même qui ont souhaité qu'il prenne les rênes de ce pays n'ont plus voulu que l'aventure se poursuive. Et là, on a constaté donc le retour aux affaires du général Mathieu Kérékou, paix à son âme. Et 10 ans après, il y avait une soif de retourner encore vers ces technocrates et on a fait appel au président Boni Yayi. Et vous aurez constaté que pendant ces 10 ans, la gestion politique, économique et autres, ça n'a pas été facile parce que sur son chemin, il y a eu beaucoup de difficultés. Alors, 2016, il y a une nouvelle donne. Là, nous n'avons pas affaire aux technocrates, mais nous constatons que des hommes d'affaires surgissent, font irruption sur la scène politique. Et quand nous parlons d'hommes d'affaires, nous en avons deux en ce temps. Nous avons le candidat Patrice Talon et nous avons le candidat Sébastien Adjavon. Et vous aurez constaté qu'après le premier tour, ces deux hommes d'affaires ont su s'accaparer près de 70% de l'électorat béninois. Cela est beaucoup significatif dans un pays de droit et de démocratie. Alors moi, je me suis dit, puisque au thème de cette élection, c'est le candidat Talon qui a remporté, c'est un homme d'affaires qui n'était pas connu par les populations à la base, qui fait irruption sur la scène politique, bien qu'on entend dire qu'il avait des accointances avec des hommes politiques, mais qu'un opérateur économique s'intéresse à la chose publique et vienne jusqu'au sommet de l'État, je me suis dit, il faut suivre ça de très près. Et la gouvernance de cet homme, j'ai un peu suivi de bout en bout et je le restitue dans cet ouvrage. Alors, dans cet ouvrage, le Bénin à l'épreuve de la rupture, qu'est-ce qui ressort de votre analyse? 3 choses. D'abord, vous aurez constaté que dans le chapitre introductif, j'ai essayé de parler de la campagne de l'homme. Parce que je l'ai annoncé, ce n'était pas quelqu'un connu sur la scène publique. En tout cas, pour nous qui étions encore un peu jeunes et qui suivons de très près l'actualité politique, on ne le connaissait pas. Alors, vous aurez constaté qu'il a mis en place un bon plan de campagne, assisté de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Maître Joseph Diogbenou, parce qu'il fallait rallier tous les citoyens à sa cause. Mais ce qui est intéressant dans cette campagne, contrairement à ce qu'on a vu dans le passé, c'est une campagne qui a été très bien ciblée, de proximité. Et le candidat était très attaché à son projet de société qui était le nouveau départ. Et ça, je dis que c'est une offre politique qu'il faut quand même prendre au sérieux. Parce que quand vous aspirez à gérer la chose publique, il faudrait que vous vous attardez d'abord sur ce que vous voulez offrir, ce que vous voulez apporter comme nouveau. Et là, j'ai vu quelqu'un qui ne s'est pas trop intéressé à ses adversaires politiques, mais qui est resté focus sur son projet de société. Je le dis parce que c'est important pour moi. Il faut que les hommes politiques puissent offrir quelque chose de nouveau à leurs concitoyens quand ils veulent penser à la gestion de la chose publique. La deuxième chose, c'est la gouvernance proprement dite. Vous savez que c'est l'un des problèmes que nous avons en Afrique. Nous avons un sérieux problème de gouvernance. Quand vous regardez dans tous les pays d'Afrique, vous prenez les 2 tiers, nous avons sérieusement des problèmes de gouvernance. Alors cette gouvernance, pour moi, je trouve, et ça c'est une analyse personnelle, je ne dis pas qu'elle est la meilleure de nos temps, mais je dis qu'on sent un effort de l'homme d'État de pouvoir s'intéresser de plus en plus à qu'est-ce qu'il faut faire pour soulager les peines des populations. C'est-à-dire, ce n'est pas l'idéal pour lui, ce n'est pas tout de suite d'impacter le citoyen qu'il a en face de lui, mais c'est de poser un bon diagnostic
de chercher des solutions, même si elles peuvent être coûteuses pour les concitoyens, mais la finalité, c'est que dans le temps, on puisse se dire, waouh, ça a eu des impacts positifs. Donc, je parle de cette gouvernance à travers, d'ailleurs, disons, la mise en place de son équipe gouvernementale. Vous aurez constaté que j'ai fait un peu un zoom pour dire, en arrière, dans le passé, vous aurez constaté que l'équipe gouvernementale, c'est bien élargi, parce que, justement, on cherche à récompenser d'une manière ou d'une autre ceux-là qui nous ont aidés à céder au pouvoir. Parce que la floraison des partis politiques fait que l'homme d'État est un peu, littéralement parlant, un peu enchaîné. Parce que quand les gens vous ont aidé à aller à ce niveau de responsabilité, ils se retrouvent entre les partis politiques. Voilà, et puis chacun cherche quand même à avoir sa part du gâteau. Et vous aurez constaté que pour cette fois-ci, et d'ailleurs même dans la suite des événements, c'est l'avènement des blocs politiques. C'est-à-dire que faire en sorte que l'homme qui est élu par le citoyen, par les populations, ait les coups franches, les reins solides pour conduire son action jusqu'au bout. On dirait que le président Patrice Talon a eu évidemment les coudées franches pour dérouler son programme de gouvernance et une métamorphose s'observe au niveau des infrastructures, par exemple. Mais dans votre ouvrage, vous estimez que cela ne suffit pas pour parler de développement. Que faut-il d'autre? Avant d'y arriver, il faut quand même dire que, oui, effectivement, vous savez, quand vous avez un enfant à la maison qui a une volonté de travail et qui a une manière de le faire, c'est-à-dire qu'il s'organise dans le temps, ça, c'est un soulagement déjà pour vous. Et après, les résultats, ça suit. Donc, moi, je ne m'attarde même pas sur le bilan parce que je trouve que la forme de gouvernance qui est débarrassée de tout ce qui est culte de personnalité, on voit des gens très concentrés sur le travail, ça ne peut que donner des résultats probants. Et là, nous aurons le temps de le constater avec le temps. Mais pour revenir à votre question, écoutez, les infrastructures, ça, on en voit un peu partout dans le pays. C'est un fait, c'est factuel. Mais plus loin, moi, je ne m'attarde même pas sur ça parce que je parle même de l'homme. Quand je dis que ça ne suffit pas, au fait, c'est pour même faire une ouverture sur Bénin Vision 2060. En fait, c'est pour dire que hier, nous avons parlé de nouveaux départs. Mais avec le temps, le régime en place a trouvé qu'il ne faut plus trop s'accrocher à l'idée d'un seul homme, mais à la pensée collective. D'où Bénin Vision 2060, qui vient disons, des aspirations des uns et des autres. Alors, je trouve que dans Bénin Vision 2060, on insiste sur le fait que le citoyen béninois doit devenir l'acteur même de développement. Et comme Joseph Kizebo l'a dit, on ne développe pas, on se développe. Donc, il faut faire en sorte que, où que nous soyons journalistes, que nous soyons avocats, que nous soyons étudiants, que nous soyons élèves, que nous soyons enseignants, nous soyons fiers de notre nation et que nous œuvrions pour que cette nation puisse prospérer. Voilà donc ce que je veux dire en disant qu'on peut construire des infrastructures, de belles infrastructures, la digitalisation, tout ça, c'est un acquis indubitable, mais plus loin encore, le citoyen doit s'approprier la notion de développement. Quand j'ai reçu votre ouvrage, dans la préparation de cette émission, il y a une phrase qui a retenu mon attention. Vous dites que malgré tout ceci, le Bénin peine quand même à amorcer le développement. Quels sont les éléments clés, les outils fondamentaux qui vous permettent de faire une telle affirmation? Merci pour la question. Et ça, on s'inscrit dans la dynamique de Bénin Vision 2060. Quand vous lisez ce document stratégique, les experts ont fait un travail en posant le diagnostic. On se rend compte que depuis 1991, je peux vous dire, jusqu'à l'instant où nous faisons cette émission, vous êtes un dirigeant, vous êtes un homme d'État, vous voulez impulser le développement, mais vous avez en face de vous des résistances. Et on se pose la question de savoir, mais pourquoi tant de résistance lorsqu'on voit quand même qu'on veut aller un peu plus loin? Et donc, pour moi, je me dis, 91, j'ai donné l'exemple du président Nicéphore Soklo. Je peux dire que jusqu'à nos jours, il y a des citoyens qui regrettent quand même le départ de cet intellectuel qui, quand même, avait tout ce qu'il faut pour amorcer ce développement en 91. Après, il faut laisser le système démocratique continuer et respecter le choix du peuple. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est un... Mais écoutez, là encore, vous avez vu les difficultés connues par le régime du changement, le régime du président Boni Yayi, l'ancien président de la République. Vous avez vu que pour l'élection de 2006, 2 ans seulement après cette élection, c'est toute la classe politique qui l'a supporté au premier tour, à cette élection, disons, qui s'est, disons, rebellée littéralement contre lui. Et ça nous a conduit jusqu'en 2011 où nous avons assisté à ce chaos. C'est pour vous dire que parfois, ce sont les partis politiques qui constituent même les obstacles aux dirigeants qui veulent mettre en action leur projet de société. Alors pour moi, je trouve quand même qu'il faut davantage creuser pour dire qu'est-ce qui fait que nous citoyens, nous populations, nous partis politiques, nous hommes politiques, nous n'arrivons pas à nous concilier, à trouver un consensus pour amorcer véritablement le développement. Alors,
si tout n'est pas rose dans le monde de la rupture, il y a forcément des alternatives et des propositions. Bien sûr. Et ça, c'est la deuxième partie de mon ouvrage. Et je me réjouis que Bénin Vision 2060 s'inscrit dans cette logique, puisque moi, j'ai commencé le travail un peu plus tôt, on peut le dire. Vous savez, je propose des alternatives. Et la première, c'est pour moi le fait que les populations n'ont pas besoin d'assister à des polémiques politiques. Il faut que les acteurs politiques puissent trouver toujours un consensus en ce qui concerne l'élaboration des lois électorales. Et là, je fais la proposition de ce qu'il faut que de plus en plus nos lois, non seulement soient votées à temps, mais soient promulguées, soient ventilées, de sorte que tout le monde puisse comprendre l'esprit de ces lois. Parce que ça crée parfois des polémiques. Et quand ça crée des polémiques, le citoyen à la base n'est plus en sécurité, on peut le dire ainsi. Deuxième chose, et là, pour la question de la stabilité politique, je trouve qu'il faut cultiver davantage le dialogue. Parce que sans le dialogue, on ne peut pas avancer. Et je dis, quand on parle du dialogue, ce n'est pas au sommet seulement de l'État. Il faut que ce soit une vertu, quelque chose qui se cultive déjà à la base. Dans nos établissements, dans nos écoles, dans nos universités, il faut qu'on ait des instances de dialogue, d'écoute, pour que le jeune d'aujourd'hui, quand il va aspirer à gérer la chose publique demain, puisse être suffisamment préparé à être capable d'écouter celui qui est en face de lui, même quand on ne se comprend pas. Ça, c'est important. Je mets aussi l'accent sur la question de nos langues. Vous savez, la rupture, c'est vrai, on a fait des efforts, mais moi, je trouve qu'il y a encore des choses à faire davantage. Vous ne pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui, dans notre pays, nos langues continuent par faire objet de, je ne sais pas, excusez-moi le terme, de délaissement. Et je trouve quand même qu'aujourd'hui, il est temps qu'on puisse quand même manifester davantage cet intérêt national à nos langues, les cultiver, les développer et faciliter donc l'échange entre acteurs politiques et citoyens à la base, parce que tous les gouvernements ont toujours insisté sur le fait qu'il faut qu'enfin nos langues soient, disons, propulsées comme, disons, piliers de notre développement. Mais de plus en plus, on constate quand même que c'est délaissé. Et moi, je trouve que j'ai fait un long développement sur la question et je trouve qu'il est temps qu'on s'y attarde un peu plus. Alors, votre ouvrage, Le Bénin à l'épreuve de la rupture, certainement est destiné aux hommes politiques d'abord, mais quel est l'autre public qui doit pouvoir le lire? Aux hommes politiques, aux dirigeants, à vous. Merci. Et aussi, vous êtes des journalistes très talentueux, et aussi aux citoyens. Vous savez, quand on parle de démocratie à la base, c'est d'abord le peuple à la base. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Et il faut que ce peuple s'intéresse à ce qui se passe dans ce pays. Donc ce livre, c'est aussi une dédicace aux citoyens, aux étudiants, aux élèves, parce que ça retrace un peu ce que nous avons vécu pendant les 10 ans de la rupture, et ça fait des propositions alternatives pour que, ensemble, nous puissions avancer le chemin de notre développement. Si vous avez un mot de fin pour clôturer cet entretien, que direz-vous, M. Akpo Mathieu Adianou? Si j'ai un mot de fin, si vous permettez, je vais lire juste un extrait d'un grand démocrate qui s'appelle Robert Dalle, que je respecte beaucoup. Je partage cette pensée ce matin avec tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Parce qu'il est imposé de façon progressive, le changement n'engendre pas de désastre insupportable. Les citoyens, les experts et les dirigeants tirent constamment la leçon de leurs erreurs, apportent à leurs actions les corrections nécessaires, modifient leur politique, etc. La progression peut paraître désespérément lente, mais pas à pas, on aboutit à ces changements profonds, voire à de véritables révolutions. Cette transformation progressive se fait pacifiquement et bénéficie d'une telle adhésion qu'elle a toutes les chances d'être durable. Et ça, c'est mon mot de fin. Merci beaucoup. Merci, M. Akpo Mathieu Adianou, d'être passé nous présenter votre livre et faire, disons, une petite virée dans son contenu et de nous faire découvrir un peu. Merci à vous. On vous souhaite beaucoup de courage et d'autres livres suivront certainement dans les mois. Oui, certainement. Après le premier livre de 2016, présidentiel 2016 à qui confie le pouvoir, nous avons essayé encore un autre qui est intitulé « Le combat politique au Bénin, cadre de la fatidique présidentielle de 2011 », préfacé par le professeur Ibrahim Salami en 2019. Et ça, c'est le troisième. Le quatrième viendra incessamment. Allez, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était là donc notre invité dans Instant Politique qui parlait donc de la rupture analysée, vue, scrutée par lui, par ses réflexions. Pourquoi pas? Eh bien, mesdames, messieurs, ça va être, pourquoi pas, un pur bonheur de lire ce livre, de s'approprier l'histoire de notre pays, l'histoire récente, et pourquoi d'être des acteurs de l'histoire et du développement de notre nation.